Salam alaikum wa rahmatullah. Azoul, bonsoir tout le monde. Nous allons parler de l'affaire Khaled Nazar. La justice suisse a décidé de poursuivre l'ancien général algérien pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Pour ce faire, nous avons le plaisir et l'honneur d'avoir depuis Genève Maître Rachid Mesli qui va nous expliquer ce dossier. Merci pour votre fidélité à Canal 22. أهلا بكم مجددا شكرا لوفائكم لقناتنا. Bonsoir tout le monde. Azoul, merci Maître Rachid d'être parmi nous depuis Genève pour expliquer à nos chers téléspectateurs ce qui se passe à Genève et justement l'affaire de Khaled Nazar, l'ancien général algérien qui a fait couler beaucoup d'encre, qui a fait sortir de ses gants le ministre des Affaires étrangères algérien et tout le système algérien qui a répondu d'une manière très virulente à ces poursuites judiciaires. Que reproche la justice suisse à Khaled Nazar, s'il vous plaît? Bon, d'abord, je remercie Canal 22 pour son invitation et je salue par cette occasion vos téléspectateurs. Merci. L'affaire Khaled Nazar a fait effectivement couler beaucoup d'encre. C'est une affaire qui est relativement ancienne puisque l'instruction de cette affaire dure depuis 2011 avec de nombreux rebondissements. Khaled Nazar est poursuivi principalement pour crimes de guerre et pour crimes contre l'humanité. L'Algérie et la Suisse étant signataires des conventions de Genève, les juridictions suisses sont compétentes pour connaître des crimes qui sont commis en violation de ces conventions internationales, quel que soit l'auteur du crime, quelle que soit sa nationalité et quel que soit le lieu où ces crimes se sont passés. Évidemment, la justice internationale ou la justice étrangère n'est pas normalement compétente pour juger des crimes qui sont commis dans d'autres pays par des non-nationaux. Les crimes de guerre ou les crimes contre l'humanité sont pourtant ce qu'on appelle des crimes internationaux qui sont susceptibles d'être poursuivis lorsque les États sont signataires du statut de Rome par la Cour pénale internationale. Ce n'est pas le cas pour l'Algérie, mais ils sont également susceptibles d'être poursuivis dans n'importe quel pays qui est signataire de ces conventions internationales. Donc la justice suisse est compétente pour poursuivre Khaled Nazar pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité dès lors que des plaignants qui ont été mis au courant que Nazar se trouvait en octobre 2011 à Genève, se sont adressés à une ONG, Trial en l'occurrence, qui a saisi le ministère public de la Confédération au nom de ces deux victimes, qui ont saisi donc le ministère public d'une plainte contre le général Nazar. Alors le général Nazar, pour rappel, a été arrêté dans un hôtel de luxe de Genève, le Beau Rivage, par la police à 6 heures du matin, emmené au poste de police de Genève où il a été entendu et il a été remis en liberté provisoire puisque le de tous les éléments pour le mettre en détention préventive. Donc, il a été laissé en liberté provisoire, mais tout de même poursuivi pour des crimes graves. Qu'est-ce qui a changé, Maître Mesli, qu'est-ce qui a changé entre 2011 et 2023? Est-ce que la justice suisse a des éléments probants et compromettants, de nouveaux éléments qui se sont ajoutés aux plaintes de plusieurs Algériens à Genève? Pourquoi ça a changé brusquement 2011-2023? Pourquoi on accorde tant d'importance à cette histoire et pourquoi ça devient hyper important pour la justice suisse de rappeler encore une fois le général Nazar pour comparaître devant la justice suisse?
Alors, en fait, effectivement, il y avait un plaignant initial, Sen Kerkadi, ancien maire dans un village dans la banlieue d'Alger, qui est le plaignant principal à l'origine, qui est lui-même à l'origine de cette affaire, et dont je salue la mémoire parce qu'il s'agit d'un homme courageux, d'un homme à principe. Il était le maire de ce village et il est devenu suisse après avoir obtenu l'asile et après avoir été arrêté, torturé et poursuivi en 1992-1993. Il est effectivement décédé. Ensuite, l'un des autres plaignants a retiré deux fois sa plainte, deux fois successives, pour des raisons qui lui appartiendra peut-être de révéler un jour. Mais il faut savoir que l'instruction a beaucoup évolué après ces deux plaintes initiales. D'abord parce que le ministère public qui a instruit cette affaire a découvert en fait au fur et à mesure qu'il ne s'agissait pas d'une ou deux personnes qui avaient été torturées et qui avaient subi donc des violations de leurs droits fondamentaux, mais qu'en fait, l'affaire Nazar a révélé qu'il s'agissait en fait d'un plan d'éradication de l'opposition islamiste, un plan préétabli qui datait d'ailleurs de 1990, qui a été reconnu par Nazar lui-même, qui a révélé publiquement qu'ils avaient déjà décidé qu'en cas de victoire du fils, ils mèneraient une lutte armée contre l'opposition. Contre l'opposition qui, je le rappelle, n'était pas armée en 1990. Hein. Euh, Ensuite, donc, d'autres plaignants se sont joints à cette plainte initiale et on a, au fur et à mesure de l'avancement de cette enquête, le ministère public a dû découvrir les monstruosités qui ont été commises par, par les principaux auteurs de cette répression, c'est-à-dire Nazar et son entourage direct, hein, pour ne pas mettre en cause toute l'armée algérienne, mais il est clair que Nazar et un noyau de généraux qui étaient autour de lui avaient un plan préétabli d'éradication physique, c'est-à-dire une campagne de meurtre, d'arrestation arbitraire, de disparition forcée. En fait, Nazar n'a fait à l'époque que reprendre la politique qui avait été mise en place lors de la bataille d'Alger en 1957, au cours de laquelle on sait que l'armée coloniale et les parachutistes de Massu et d'Ossarès ont commis des violations terribles contre la population algérienne qui résistait à l'oppression coloniale. Donc Nazar n'a fait que reprendre en fait cette politique d'éradication qui avait été déjà menée par l'armée française. Il a repris la législation qui avait été mise en place d'urgence, qui avait été mise en place dans le cadre de cette opération de la bataille d'Alger. Si on reprend le décret portant état d'urgence, c'est un copier-coller du décret d'état d'urgence qui avait été pris en 1957 par la France. Et il a bien sûr utilisé les mêmes méthodes que les paras français pour réprimer l'opposition islamiste. Donc, on a découvert au fur et à mesure, je suppose, de cette enquête qui s'est faite à charge contre Nzar, bien sûr, mais également à décharge, puisque le ministère public lui a donné l'occasion de faire entendre des témoins. On sait très bien qui sont les témoins que Nzar a l'habitude de produire lorsqu'il est accusé. Mais à mon avis, je suis persuadé que l'instruction de l'affaire
a été menée d'une manière très professionnelle par le ministère public de la Confédération. Est-ce que vous estimez, Maître Mesli, que c'est une victoire juridique pour les plaignants et pour les Algériens qui ont été victimes d'exactions de la part du régime militaire algérien durant les années 90? Est-ce que pour vous, Évi- c'est une victoire? Évidemment, on peut regretter que le plaignant principal ne soit plus là aujourd'hui pour savourer, en fait, sa victoire, mais ce n'est pas une victoire pour les plaignants, c'est une victoire pour toutes les victimes de la répression des années 90, qui, il faut le rappeler, a fait des dizaines de milliers, entre 150 000 et 200 000 morts, avec des dizaines de milliers, au moins 10 000 disparus, peut-être beaucoup plus encore. C'est une victoire, en effet, pour les victimes et pas seulement pour les plaignants. Dans son communiqué, Trial a dit qu'elle souhaitait qu'il y ait un procès très rapidement parce qu'ils mettent en exergue l'âge de Nazar, 84 ans. Il est très mal en point, d'après nos sources, il est malade et vieillissant. Euh, on pense que ce énième procès de l'affaire Nazar ne verra jamais le jour en Suisse. Euh, Pourquoi Alger est monté au front à travers le ministre des Affaires étrangères, à travers le président du Conseil constitutionnel, à travers beaucoup de voix officielles algériennes disant que la Suisse, il parle de dérive et de laxisme des autorités suisses qui ont cédé à des organisations hostiles à l'Algérie. Est-ce que vous estimez que Trial a été manipulé par des organisations hostiles à l'Algérie? Bien sûr, Alger ne nomme pas Rached, mais Rached est explicitement cité dans plusieurs rapports de justice. Est-ce que vous estimez que les opposants algériens ont utilisé Trial pour ouvrir ce nouveau dossier 12 ans plus tard? Alors écoutez, Trial International est une organisation suisse. C'est une organisation totalement indépendante et des autorités suisses et de toute autre organisation. C'est une organisation qui est constituée de juristes et d'avocats particulièrement compétents. Leur but est de lutter contre l'impunité où qu'elle se trouve, où que les auteurs de cette impunité, il n'y a pas, il n'y a pas des auteurs, il n'y a pas que Nezar qui a fait l'objet de l'attention de cette organisation. Elle a déposé des plaintes contre de nombreux autres auteurs d'autres nationalités, y compris des Suisses. Hein, on peut se rappeler qu'elle a déposé également des plaintes contre des Suisses responsables de crimes internationaux. Et je ne pense pas que Trayal puisse subir des pressions de qui que ce soit pour engager des poursuites lorsqu'elle est convaincue et qu'elle a des éléments qui démontrent qu'effectivement, une personne qui se trouve en Suisse et a été l'auteur de crimes de guerre ou de crimes contre l'humanité. Il est clair il est notoire que Nazar est responsable non seulement des sévices et des atteintes qui ont été commises contre les plaignants, mais Nazar, tous les Algériens qui ont vécu la décennie 90 savent que Nazar est l'un des principaux auteurs du drame algérien, du drame algérien, parce que dès 92, il a commencé à mettre en place sa politique d'éradication, alors que, y compris dans l'armée algérienne, il y avait des partis qui souhaitaient un règlement pacifique, un règlement politique du conflit qui n'existait pas encore avec l'intensité qu'il a eue les années suivantes. Donc, Nazar a non seulement saboté un possible processus
de règlement pacifique de la crise algérienne avant qu'il n'y ait 200 000 morts, mais ensuite il a mis en place, même s'il a démissionné en 1994, c'est lui qui a mis en place la tragédie algérienne. Il est responsable en grande partie de la tragédie algérienne. Alors pourquoi aujourd'hui les autorités algériennes persistent à le soutenir? Bien sûr, on peut se poser la question et peut-être que l'une des seules réponses, c'est que les autorités qui ont actuellement le pouvoir en Algérie se sentent complices et solidaires des crimes qui ont été commis par le général Nzar dans les années 90. Est-ce que vous estimez, d'après ce que j'ai compris, Monsieur Maître Mesli, que des complices, des exécutants directs des crimes pour lesquels Nazar sera jugé peuvent aussi être poursuivis en Suisse pour les mêmes raisons? Alors, s'il est établi par une décision judiciaire que Nzar est responsable des crimes pour lesquels il est poursuivi, il est bien évident que les exécutants de ces crimes, Nzar a été le chef d'orchestre. Il a participé lui-même également à des actes de torture. Nous avons également documenté des cas où lui, personnellement, était engagé dans des actes de torture, lui en tant que personne. Mais bien évidemment, il y a également tous les exécutants de la politique de Nzar et qui sont aujourd'hui encore dans les cercles du pouvoir. Nous avons le général Mhanna qui était par exemple le chef, le commandant du CTRI de Blida. Il faut rappeler qu'au CTRI de Blida, il y a eu plusieurs milliers de disparitions forcées. Il est clair que qu'également d'autres généraux qui sont actuellement encore à la tête ou dans les rouages de l'armée algérienne euh, ont participé avec Khaled Nozar à la tragédie des années 90. Maître, Et on se demande aujourd'hui comment algérienne peut encore tolérer dans ses rangs ces personnes qui salissent en fait l'honneur et l'image de l'armée sur le plan international. d'une manière juridique, Maître Mesli, est-ce que vous estimez que la justice suisse a assez de preuves pour qualifier ces exactions de la part de Général Nazar en crime de guerre? Est-ce que la décennie noire est pour les Suisses une période de guerre? Alors, la défense de Nozar a contesté en 2017 qu'il y ait eu une guerre, une guerre au sens, une guerre non internationale au sens du droit international en Algérie. Simplement, le ministère public a d'ailleurs classé l'affaire après qu'il ait considéré qu'il n'y avait pas de conflit international, qu'il ne s'agissait pas d'une guerre et qu'on ne pouvait donc pas parler de crimes de guerre. Exactement. Mais les avocats des parties civiles, les avocats des victimes ont fait un recours devant le tribunal pénal fédéral qui a annulé la décision de classement du ministère public et qui a demandé donc au ministère public de poursuivre la procédure. Et c'est ce qu'il a fait après 2017, après cette première décision du tribunal pénal fédéral qui considère donc bien qu'il y avait un conflit, une guerre non internationale, un conflit non international. Est-ce que cette ouverture de l'affaire Nazar, est-ce que la justice suisse peut demander l'extradition de Nazar en Suisse? Est-ce que l'Algérie va y répondre favorablement? Et que risque réellement Khaled Nazar si jamais il se présente devant la justice suisse? Bon, s'il se présente devant la justice suisse, nous espérons bien évidemment qu'il soit condamné pour les crimes qu'il est indéniable qu'il a commis, hein, et pas seulement pour ces 5 victimes, mais pour les milliers d'autres victimes
qui n'ont pas pu ou qui ne peuvent pas déposer de plainte contre lui en Algérie ou qui ne peuvent pas tout simplement déposer une plainte contre lui où qu'il se trouve. Voilà. Simplement, si Nazar ne se présente pas, ben, eh bien évidemment, il sera condamné par défaut, hein, et il aura toujours la possibilité de faire un recours contre la décision de condamnation. Euh, la justice suisse ne va pas émettre un mandat d'arrêt international contre lui pour l'amener. Ils vont seulement le convoquer et s'il ne se présente pas à l'audience, cela n'empêchera pas qu'un procès se déroule. Qu'est-ce Maintenant, qu'est-ce qui empêche l'établissement de ce mandat d'arrêt international, maître? alors évidemment, s'il est condamné, il peut faire l'objet d'un mandat d'arrêt international. Voilà, s'il est condamné, qu'il ne se présente pas et que les autorités suisses estiment qu'ils doivent émettre un mandat d'arrêt par le biais d'Interpol. Je suppose que la décision reviendrait alors là au ministère public de la Confédération Euh, ou au quelle, juge qui connaîtra de cette affaire. quelle est votre réaction à la lecture du communiqué du ministère des Affaires étrangères qui estime que la Suisse s'est fourvoyée en jugeant ou en ouvrant ce dossier et en qualifiant les agissements de Khaled Nazar de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité parce que les officiels algériens estiment que l'Algérie, avec ses généraux, a mené une guerre Moubaraka, comme ils l'ont nommé, contre l'intégrisme et le terrorisme, et que l'Algérie est un exemple international pour sa lutte contre le terrorisme. Est-ce que pour vous, cette réaction était attendue? Est-ce que pour vous, le système a peur qu'il y ait une jurisprudence et que plusieurs personnalités algériennes vont se retrouver dans la même situation? Ou cette solidarité avec le général Nazar est de facto une solidarité du système? Alors, ce que nous avons constaté d'abord sur la scène politique algérienne, c'est que les principaux auteurs et complices du coup d'État de 1992 sont revenus sur la scène et au devant de la scène politique. L'auteur de ce communiqué, vous savez très bien, n'est autre que Attaf. Et il faut rappeler que Attaf a été l'un des défenseurs, depuis le début, l'un des défenseurs du coup d'État, l'un des plus virulents opposants à un règlement pacifique du conflit algérien, puisqu'il a dénoncé, si vous vous souvenez, le contrat de Rome. Attaf était d'ailleurs le porte-parole, après le coup d'État, le porte-parole des putschistes. Et donc, il n'est pas étonnant qu'aujourd'hui, le ministre des Affaires étrangères continue à soutenir le général Nazar, dont il a été l'un des boys en 1992. Donc, ce communiqué n'est pas du tout étonnant. Est-ce qu'il reflète les vues du pouvoir algérien dans son ensemble? On peut peut-être en douter puisque la réaction de l'Algérie a été particulièrement tardive. Ils n'ont réagi que 3 jours après le communiqué du ministère public. Ils ont l'habitude de réagir au quart de tour en moins de 24 heures et là on peut supposer qu'il y a eu à l'intérieur du système des partis qui n'ont peut-être pas souhaité endosser avec Khaled Nazar la responsabilité des crimes qui ont été commis après le coup d'État de 1992. Maître Mesli, une partie des Algériens estiment que Khaled Nazar est un héros de guerre. Il a fait face avec les généraux algériens et le Conseil d'État au terrorisme
qui a frappé l'Algérie. Beaucoup de gens estiment que vous ne parlez que de vos victimes et que vous ne parlez jamais des victimes des groupes islamistes armés. Quelle est votre réponse lorsqu'il s'agit euh, de 250 000 personnes qui sont mortes en Algérie? Euh, c'est vrai qu'il y a beaucoup de meurtres commis par les services secrets, par l'armée, mais il y a aussi des assassinats qui ont été commis par des groupes armés. Pourquoi vous n'en parlez jamais? Alors, on a toujours dénoncé toutes les violations des droits de l'homme, tous les crimes qui ont été commis par toutes les parties contre les civils. Nous avons toujours documenté tous ces crimes et nous les avons toujours dénoncés. Bien évidemment, une grande partie de la population algérienne, en particulier les jeunes, n'ont pas vécu cette période. Et ils ont été également les victimes de cette propagande qui a duré 10 ans et qui a fait endosser à l'opposition armée islamiste la totalité des crimes qui ont été commis. Or, nous qui avons vécu sur le terrain, nous qui étions aux avant-postes, nous savons que toutes les parties à ce conflit ont commis des crimes, mais que les crimes qui ont été commis par des services de sécurité officiels sont quand même des crimes beaucoup plus graves que des crimes qui sont commis par une opposition armée qui n'a aucune légalité. Et les crimes commis par la police, par les services de renseignement algériens, les dizaines de milliers de disparus, sont des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité. Les crimes qui ont été commis par des groupes islamistes armés ou une opposition armée sont des crimes, évidemment. Mais sur le plan du droit, on ne peut pas les qualifier de la même manière. Bien évidemment, même si les responsabilités pour les crimes sont les mêmes. Mais aujourd'hui, on doit faire la lumière sur tout ce qui s'est passé en Algérie. Vous savez, nous avons vécu en Algérie les drames qui ont été vécus par la population. Nous avons vu les exactions qui ont été commises par les services de sécurité. Nous avons vu j'ai moi-même été arrêté, détenu, torturé en 96. Lorsque j'étais détenu dans un couloir à Châteauneuf où nous étions 34 personnes. Nous étions 34. Et sur les 34 détenus qui étaient présents dans ce couloir avec moi, nous sommes seulement 3 qui sont sortis vivants. Tous les autres sont morts sous la torture. La torture était instituée, était une pratique, mais alors totalement systématique, généralisée. Des milliers d'Algériens sont morts sous la torture. Et ça, c'est impardonnable. Ça, c'est impardonnable. Maître Msli, là, vous nous parlez des années 90, on est en 2023, il y a encore des jeunes du Hirak qui, en sortant de prison ou devant le juge d'instruction, parlent aussi de torture dans ces endroits. Rien n'a changé 23 ans plus tard. Est-ce que vous estimez que malgré le fait que la constitution algérienne interdise aux familles des disparus, aux familles des anciens du fils, les anciens groupes armés, etc., de parler de cette période, est-ce que vous estimez qu'il y a une possibilité de réconciliation réelle en Algérie? Est-ce que vous estimez qu'il y a une possibilité de tourner la page et d'arriver à une période de réconciliation, de vérité et de paix, comme a réussi à le faire l'Afrique du Sud? Ben, en tout cas, nous le souhaitons, mais tant que les principaux responsables de crimes contre l'humanité sont encore à la tête de l'armée algérienne et sont encore dans les rouages du pouvoir, je doute. Il faudrait qu'il y ait un changement radical du système pour qu'on puisse entamer enfin un vrai processus de réconciliation nationale. Voilà, il ne s'agit pas de venger ou de vengeance. Il s'agit d'abord de démontrer, de dire la vérité sur ce qui s'est réellement passé
dans les années 90, de démontrer la responsabilité de ces auteurs de crimes contre l'humanité et la responsabilité de tous les auteurs de crimes d'ailleurs. Voilà. Euh, Tant qu'il n'y aura pas de changement radical du système en place, je doute qu'il y ait un véritable processus de réconciliation nationale. C'est pour ça que la tentative de Bouteflika de 2005 et 2006, qui constitue d'ailleurs une violation du droit international, hein, je doute que cette tentative ne puisse aller loin. D'ailleurs, les experts des Nations Unies ont régulièrement demandé à l'Algérie d'abroger ce texte portant sur la réconciliation nationale, qui constitue en fait un instrument de protection pour les auteurs de crimes et qui empêche justement de faire la lumière sur ce qui s'est passé dans les années 90. Maître Mesli, pour finir, ça fait des années que vous vivez en Suisse et vous savez que la justice est libre et indépendante dans ce pays. La réponse virulente officielle de l'Algérie parle aussi de pression sur le Conseil fédéral, sur la Suisse, et il menace la Suisse de répercussions irrémédiables sur les relations algéro-helvétiques. Est-ce que vous estimez que cette pression-là va trouver un écho à Berne et que ce dossier prendra une autre tournure et que finalement cette justice suisse n'aboutira jamais lorsqu'il s'agit de crimes de guerre et crimes contre l'humanité perpétrés par des généraux algériens durant les années 90? Les intérêts Écoutez, sont-ils si d'abord, il faut importants rappeler entre les deux que pays? la justice suisse est une justice indépendante qui ne dépend pas du tout du pouvoir politique. Donc, le ministre des Affaires étrangères suisse ne peut pas appeler le ministère public de la Confédération pour lui demander de cesser les poursuites. L'armée suisse, le colonel de l'armée suisse, que personne ne connaît d'ailleurs en Suisse, on ne connaît pas les noms des militaires parce que ils sont totalement inconnus de la population. Peut-être seulement le chef de l'armée et encore n'ont aucun pouvoir sur la justice. Les Algériens pensent peut-être, le régime algérien pense peut-être que ça se passe comme en Algérie, que c'est une justice de téléphone et qu'il suffit d'un colonel ou d'un général, qu'un général appelle un juge pour lui ordonner ou pour lui dicter une décision de justice. Bien évidemment, alors, il est clair que les auteurs de cette gesticulation algérienne ou bien ne connaissent pas, ou bien continuent, comme ils ont d'ailleurs l'habitude de faire, de proférer des menaces et de faire du chantage. Bon, l'Algérie n'a d'ailleurs pas manqué de faire du chantage à la Suisse, même avant l'affaire Nazar, puisque bien avant l'affaire Nazar, les autorités algériennes ont demandé en échange de la signature d'un accord de réadmission, ont demandé l'extradition des opposants algériens qui étaient réfugiés en Suisse. Donc le pouvoir, le régime algérien, soit de cesser des relations commerciales, soit de... Mais ça m'étonne cette fois-ci qu'ils aillent bien loin parce il est également connu que les principaux responsables algériens disposent de fortunes. D'ailleurs, le général Nazar lui-même a des comptes en Suisse qui ont été révélés dans le cadre d'une enquête, l'enquête Suisse secret, qui a établi qu'il avait plusieurs millions au Crédit Suisse. Hein. Et il y a d'autres responsables algériens, y compris des militaires, qui ont probablement ou certainement même des fortunes en Suisse. Donc, il est également possible que ça s'arrête à des menaces et qu'il n'aille pas plus loin que... D'ailleurs, c'est assez déshonorant
qu'un État comme l'Algérie soit représenté par des personnes qui agissent un peu comme un régime voyou. Voilà. Maître Mesli, pour finir, j'aimerais revenir au Hirak parce que les détenus du Hirak représentent beaucoup pour nous. On leur accorde énormément d'importance quotidiennement parce qu'il y a beaucoup de jeunes Algériens qui croupissent en prison seulement parce qu'ils ont œuvré pour un État libre, démocratique et de droit. Lorsque vous regardez ces jeunes Algériens qui étaient par millions dans les rues d'Alger pour demander un changement radical du système algérien et du système de gouvernance. Lorsque vous voyez maintenant des dizaines, si ce n'est des centaines de jeunes Algériens, femmes et hommes, qui sont en prison, qui sont violentés et qui ont entamé des grèves de la faim, la mère de Benjam'a a décidé d'être solidaire avec son fils parce qu'il va commencer une grève de la faim. Sa mère va entamer une grève de la faim pour dénoncer cette injustice. Qu'est-ce que vous conseillez à tous ces jeunes emprisonnés lorsqu'ils entament une grève de la faim? Et qu'est-ce que vous conseillez aussi aux jeunes du Hirak qui sont perpétuellement poursuivis pour des faits qui sont totalement normaux dans un pays démocratique, mais en Algérie sont interdits, à savoir parler, discuter, écrire, poster une information ou une idée sur les réseaux sociaux et simplement demander l'établissement d'un état de droit, de justice et de démocratie en Algérie. Oui, c'est terrible pour la jeunesse algérienne, mais évidemment, lorsqu'on milite, lorsqu'on lutte contre une dictature comme la dictature algérienne, il faut accepter également de, il faut accepter dans le cadre de cette lutte, il faut accepter des sacrifices. Ce n'est qu'au prix de ces sacrifices que les choses évolueront. Moi, je suis particulièrement optimiste pour la suite parce que il y a une nouvelle génération d'Algériens, il y a une jeunesse qui a accepté de reprendre le flambeau et qui lutte, qui continue à lutter contre cette dictature. Moi, je leur dis qu'il faut de la patience, il faut du courage et beaucoup de ces jeunes Algériens ne manquent ni de courage ni de patience et des régimes dictatoriaux comme le régime algérien ne durent pas, ils sont appelés à disparaître. Je pense que de plus en plus, les Algériens vont prendre conscience. Il faut simplement se rappeler qu'avant le Hirak, tout le monde était pratiquement certain que le régime ne changerait plus jamais, qu'il n'y aurait aucune évolution et que nous aurions à vie des dictateurs comme Bouteflika et ceux qui l'ont remplacé. Mais nous avons vu que le Hirak est parvenu à faire prendre conscience, et c'est ça le plus important, c'est que la conscience du peuple évolue, que la conscience du peuple change, et la conscience du peuple a changé. La conscience des jeunes a changé. La répression du régime, cette répression pour faire cesser le Hirak, elle a peut-être fait cesser provisoirement le Hirak, mais maintenant que les consciences ont changé, le Hirak va revenir. D'autant plus que le régime est incapable ni de gérer le pays, ni d'assurer un minimum aux citoyens algériens, ni d'assurer un minimum à la jeunesse. Il n'y a qu'à voir. Maintenant, l'objectif des trois quarts des Algériens, c'est de partir du pays. Mais il restera toujours des Algériens qui lutteront. Et c'est toujours cette minorité qui fera la différence. Donc, il faut leur dire qu'il faut qu'ils gardent le cap. Et c'est à l'issue de ce combat qu'ils verront la victoire, Inch'Allah. Inch'Allah, Maître Rachid Mesli, merci beaucoup d'être parmi nous et d'avoir accepté de répondre à nos questions sur l'affaire Nzar. Merci beaucoup à vous tous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi avec nous cette émission et merci d'être restés fidèles à Canal 22. Fi amanillah, abqa ala khair.